Ok. Bien, ben écoute, bonjour Alexandre, je suis très heureux effectivement de t'accueillir et de te rencontrer à nouveau, je dirais, dans le cadre de nos activités et surtout dans le cadre des 15e rencontres d'Espace Marx Aquitaine-Bordeaux-Gironde sur le thème sortir du capitalisme, nécessité, possibilité. Tu es un militant du réseau salariat et je trouve intéressant justement qu'il y ait des contributions de militants. La plupart du temps, on a beaucoup de contributions universitaires ou de chercheurs, mais là, effectivement, tu vas nous faire partager une autre dimension, je dirais, de l'activité humaine. Donc, à toi, Alexandre. Merci. Déjà, je trouve ça très très bien justement de faire participer des gens qui sont vraiment sur le terrain. Ça permet d'avoir une espèce de vue d'ensemble et d'avoir un retour différent, on va dire. Enfin, en tout cas, j'espère. Et donc moi, je suis militant à Réseau Salariat. Donc Réseau Salariat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association d'éducation populaire qui a pour but, on va dire, je vais dire ça succinctement, de faire l'apologie du salaire à la qualification personnelle, mais j'y reviendrai, je pense, un petit peu plus tard. Et j'ai été référent, on va dire, du groupe local de Bordeaux pendant environ 5 ans, je crois. Là, c'est plus le cas actuellement, mais je suis toujours militant dans l'asso. Voilà. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de faire une petite visualisation sur les profils de militants que j'ai pu rencontrer, parce que j'en ai quand même rencontré pas mal depuis, ça fait maintenant 7 ou 8 ans que je suis au salariat. Et donc, je me suis amusé à faire des identifications, je les ai identifiés, et j'ai pu repérer à peu près quatre profils majeurs de militants. Et je les ai classifiés comme ça par ordre de pertinence, en tout cas, ce qui me semble être le plus pertinent. En tout cas, si le but, c'est la lutte pour la subversion du capitalisme. Alors, le premier, c'est l'aspirant militant. Alors, lui, le sujet du réaction émotionnelle, il est plutôt dans le ressentiment. Il tente de répondre à une problématique, une attaque souvent perçue personnellement comme une nouvelle loi, une réforme, une polémique. Et puis, ça vient heurter et perturber son quotidien, éventuellement ses croyances et ses représentations sociales, avec un fort sentiment d'incompréhension et d'impuissance. C'est une militance pulsionnelle, spontanée et donc temporaire, avec une conscience politique très faible, voire inexistante. Globalement, très confus politiquement, il est même capable d'adhérer à différents courants politiques en même temps. Il n'a aucune conscience de la lutte des classes. Ensuite, il y a une deuxième catégorie, c'est le militant traditionnaliste, je l'ai appelé. Alors lui, il est plutôt, par définition, il est conventionnaliste, il est plutôt conformiste. Il est surtout le fruit de son héritage familial et ou de son appartenance professionnelle, voire même de l'influence de son environnement amical. Il a une conscience politique plutôt faible, il fonctionne par réflexe et suit les mouvements en rapport avec les intérêts personnels et localisés. Il est plutôt assidu dans sa participation aux plus grandes mobilisations. Je peux donner des exemples comme les Gilets jaunes, les grèves générales, les grèves des cheminots, etc. Il a une conscience plutôt faible, voire superficielle, voire même inexistante de la lutte des classes. D'ailleurs, on entend souvent évoquer le terme de révolution, mais il le confond souvent avec les mouvements de rue. Ensuite, il y a une autre catégorie, c'est le militant éclairé. Donc là, on rentre dans une forme de conscience, parce qu'il a une conscience politique qui est généralement assez élevée, et il en découle une certaine lucidité, surtout sur les intrications entre les différents éléments de société, comme le politique, l'économique, le social. Lui, il peut adopter deux comportements principaux, c'est-à-dire participer aux mobilisations en tout genre et être un militant de terrain, mais il peut également se cantonner à une pratique purement intellectuelle dans un entre-soi. Sa compréhension du capitalisme, elle varie allant d'une définition superficielle, c'est-à-dire la société de consommation et marchande, à une acception plus maîtrisée et plus large qu'est le mode de production. Le militant éclairé, il est généralement dans une posture de constat. Il décrit et décortique les conséquences du capitalisme à hauteur de la définition qu'il lui octroie. Il est surtout contestateur et dénonciateur des nocivités du capitalisme. Et par une approche conséquentialiste avec une réutilisation de la rhétorique et de la sémantique bourgeoise. Je vais donner quelques exemples, mais
quand on utilise des termes comme taxation des riches, taxation des superprofits, défense du service public, recherche du plein emploi, etc., il a une tendance massive et inconsciente à la pérennisation de la posture victimaire. Il pense changer la société en prenant le pouvoir politique et législatif. Et ensuite, le dernier, celui qui me semble le plus pertinent, en tout cas à mes yeux, c'est le militant matérialiste, qui lui a une conscience politique aiguisée. Il a compris les concepts marxistes, surtout le matérialisme historique et dialectique. Il est à la recherche de l'émancipation et il n'est pas dans l'aménagement du capitalisme. Il considère que la posture victimaire et l'instrumentalisation des passions tristes est contre-productive. Généralement, il évite les attitudes défensives, anticapitalistes et se concentre sur la généralisation du communisme. Il n'amalgame pas les mouvements de rue et la révolution. Et ensuite, pour finir, il souhaite changer de société en changeant de mode de production. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est les deux derniers profils, donc le profil du militant éclairé et le profil du militant matérialiste. J'aimerais qu'on se focalise sur ces deux profils-là, parce qu'ils peuvent être à la fois alliés, mais parfois antagonistes aussi, sur la façon dont ils vont se comporter en tant que militants. Et donc, pour moi, le militant éclairé, donc, qui était le troisième militant, la troisième catégorie, la problématique, c'est en fait qu'on est dans un mimétisme du lexique bourgeois. Par exemple, je vais revenir sur les exemples que j'avais donnés tout à l'heure. Quand on parle de taxation des riches, voire maintenant on entend la taxation des superprofits, pour moi et pour nous, même à Réseau Salariat, parce que c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement, c'est légitimer la propriété lucrative, c'est-à-dire légitimer le capitalisme et les agents dominants, donc qui sont les capitalistes, donc ce qu'on appelle nous les propriétaires lucratifs, c'est les légitimer, parce que quelque part, si on souhaite taxer les riches, alors ça peut se comprendre, parce qu'effectivement, quand on a tendance à dire on va aller prendre l'argent là où il est, s'il y a un problème de dette quelque part, etc., on parle souvent de dette, on va prendre de l'argent là où il est, et donc automatiquement, comme il est dans la poche des riches, on va dire on va aller le piquer ici. Sauf que d'avoir ce genre de rhétorique-là, c'est pour moi, c'est légitimer finalement la propriété lucrative. C'est-à-dire qu'on l'accepte quelque part et on n'est pas content parce qu'ils nous en prennent trop, mais ma foi, heureusement qu'ils sont là quand même, on peut leur en piquer. Bon, on va voir par la suite que ce n'est pas si simple que ça et que ça pose d'autres questions. Ensuite, il y a quelque chose que j'entends souvent de la part du militant éclairé, c'est la défense du service public. Et là, pour moi, encore, il y a un problème avec la défense du service public. Parce que défendre le service public, c'est quand même assez étrange parce que ce n'est pas le service public qui est en danger. Le service au public, il peut être à la fois capitaliste, ça peut être une proposition capitaliste, comme ça peut être une proposition communiste aussi. Parce que ce qu'il faudrait défendre, surtout, c'est le statut de la fonction publique. C'est le statut des travailleurs qu'il faudrait défendre. Et donc, je pense qu'il y a une confusion entre la pratique et le statut. Service public, moi, par exemple, chez moi, il y a une société privée qui a repris le rôle pour le ramassage des poubelles, qui a repris le rôle du service public, enfin de la fonction publique, c'est Alstom, c'est privé. Le service public, il est toujours fait, on fait toujours du service au public. Donc là, on n'a pas tout dit quand on dit ça. On oublie de dire qu'en fait, en réalité, avant, il y avait donc des fonctionnaires qui faisaient ce boulot-là, et maintenant, donc, ce sont des salariés employés. Ensuite, il y a souvent la recherche du plein emploi. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup de la part des militants éclairés, c'est qu'il y a cette espèce de désir de détruire le chômage. Alors, ça paraît aussi être une bonne chose, et puis de mettre en place un plein emploi qui est de l'emploi pour tout le monde. Mais le problème avec ça, c'est que c'est le mot emploi qu'il faut, selon moi, sur lequel il faut se concentrer, parce que si on dit plein d'emplois, on dit en même temps plein d'employeurs. Donc, plein d'employeurs, c'est plein de propriétés lucratives. Donc, c'est plein de capitalistes.
Et le problème, c'est qu'on a complètement intériorisé le lexique bourgeois, et donc du coup, on va parler d'emploi pour parler de travail. Et en réalité, l'emploi, c'est quelque chose de spécifique, c'est du travail, mais c'est quelque chose de spécifique dans le travail. Être un travailleur, on peut être un travailleur sans être un employé, donc on n'a pas d'employeur, parce qu'être un employé, c'est avoir un employeur, donc avoir quelqu'un qui a les pleins pouvoirs décisionnels, et donc être employé, c'est pas une bonne chose. Être employé, c'est déjà en plus, c'est le poste qui est payé et c'est pas l'individu lui-même. C'est pour ça que nous, on essaye d'œuvrer à généraliser, à réseau salarial, généraliser le salaire, la qualification personnelle. C'est que là, l'avantage, c'est que c'est la personne elle-même qui est porteuse de son salaire. Donc, elle est payée au grade, alors que là, ben, dans l'emploi, l'employé, lui, c'est le poste qui est payé. Ce qui fait que du coup, ben, s'il n'a plus de poste, il a plus de salaire. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a du chômage. Donc, on ne peut pas à la fois rêver au plein emploi et s'attendre à ce qu'il n'y ait plus de chômage, puisque c'est l'emploi qui provoque le chômage. Donc, du coup, ça n'a aucun sens, selon nous, parce que ça, c'est quelque chose qui est partagé à réseau salariat. Ensuite, il y a d'autres problématiques. Il y a aussi la hausse du pouvoir d'achat au lieu de dire la hausse du salaire. Bon, ça a été évoqué souvent par la CGT. On entend souvent dire qu'il faudrait dire hausse du salaire, et c'est vrai que c'est beaucoup plus pertinent. Parce que la hausse du pouvoir d'achat, déjà, on voit qu'on nous concède du pouvoir pour acheter en tant que consommateur. C'est quand même un sacré problème. Alors, quand on s'empare de ce genre de cette sémantique-là, là, on va droit dans le mur. Et c'est à peu près ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a du mal, finalement. On ressent un sentiment d'impuissance assez fort. Et ensuite, ben, il y a tout le lexique qui va avec, hein, contre la vie chère, par exemple. Voilà, on est dans une posture clairement défensive. Hein, donc là, on ne peut pas dire qu'on puisse aller très, très facilement vers la posture offensive. La solidarité intergénérationnelle aussi. Voilà, on est carrément dans la négation de l'histoire de la cotisation. Donc là, je renvoie, là, je n'ai pas le temps de développer, parce que je ne sais pas combien de temps j'ai d'ailleurs. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est important et c'est là qu'il faut aller écouter ce que raconte Bernard Friot parce que c'est tout à fait édifiant et percutant. Et ensuite, on a une confusion entre la sécurité sociale aussi et le régime général. Et en plus, on a tendance à répéter ce que la bourgeoisie nous raconte de l'histoire de la sécurité sociale, d'ailleurs qui raconte souvent l'histoire de la sécurité sociale, mais pas du régime général. Le régime général, c'est la version communiste de la sécurité sociale, si on peut dire, parce que la sécurité sociale existait bien avant le régime général. Le régime général, c'est 1946, mis en place par Ambroise Croizat. Et moi, ça m'est déjà arrivé de tomber même sur des militants. Je sais qu'ici, il y avait un maire qui était un maire PS et qui pensait que ça avait été mis en place par Charles de Gaulle. Donc, on répète bêtement sans aller vérifier si c'est vraiment le cas, alors que Charles de Gaulle, c'est le contraire. Hein, il n'a pas du tout mis en place le régime général, il a plutôt tenté de l'évincer. Et ensuite, bah, une petite pique pour les écolos, hein, parce qu'il y a une confusion entre la valeur et la richesse. Donc, quand on est décroissant, c'est un problème parce que du coup, on fait une confusion entre la valeur et la richesse. Produire plus de valeur, ce n'est pas forcément produire plus de richesse. C'est surtout dans le capitalisme qu'on est obligé de produire beaucoup de richesse pour produire de la valeur. Mais la valeur, c'est surtout le travail. Et ça, le travail, ce n'est pas forcément corrélé à plus de richesse. On peut donner un exemple. L'exemple que donne souvent Bernard Friot, que je reprends ici, c'est qu'on peut produire beaucoup de valeur en produisant des pommes. On n'est pas obligé d'en produire beaucoup, il suffit d'en produire qui ont de meilleures qualités, qui sont de meilleure qualité, beaucoup plus nutritives, et donc il n'y a pas besoin d'en produire énormément. Mais il y a besoin de beaucoup plus de travail du vivant, ce qu'on appelle le travail du vivant, le travail humain, qui permet de créer de la valeur économique. Donc ça me semble important à évoquer. Et puis ensuite, on va revenir donc sur le militant matérialiste, donc et la militance offensive et le déjà là communiste, puisque c'est le titre de mon intervention. Et donc, c'est ça qui nous intéresse. Et c'est pour moi, là, la militance la plus pertinente.
puisque je l'ai mis dans le titre, hein, mais j'ai mis pour la généralisation du communisme. Et on va souligner le mot généralisation. J'ai mis généralisation, je n'ai pas mis construction. Tout simplement parce que ça existe déjà, en partie. Et c'est ça qu'on a du mal à analyser en tant que militant, ce que j'appelais le militant éclairé. C'est souvent pas analysé parce qu'on a l'impression qu'il y a tout à faire. On a l'impression que le communisme n'existe pas parce qu'on est on est dans une vision plus politique du communisme plutôt que la vision plus marxiste qui est surtout le changement de mode de production. Le changement de mode de production, il a déjà été mis en place. On a quand même réussi à mettre en place la fonction publique. Donc la fonction publique, ce sont quand même des travailleurs qui mettent en valeur le capital d'aucun capitaliste. Qui sont payés au grade, qui ne sont pas payés au poste, ce qui fait que du coup, il n'y a pas de chômage dans la fonction publique. Donc ça, c'est du communisme. Ensuite, en tout cas, c'est comme ça que Bernard Friot l'a analysé, et puis moi, je suis parfaitement d'accord avec cette analyse. Et puis, on a tout ce qui est relatif donc, au régime général, à la cotisation. Il y a tout un tas d'activités humaines qui ont été, comment dire, qui sont en marge, donc, qui sont émancipés de la pratique capitaliste du travail. Donc, la fonction publique, et puis il y a des exemples, alors là, c'est pour des exemples macroéconomiques, hein, mais il y a des exemples plutôt microéconomiques. On est dans des balbutiements, mais par exemple, il y a des propositions de coopératives, il y a les SCOP, il y a les AMAP, qui permettent aussi de commencer à faire des propositions qui vont essayer de se mettre en marge de la propriété lucrative. Et ça, c'est évidemment ce qui manque, selon moi, à notre militance, on va dire, plus traditionnelle. Et évidemment, là, il y a Réseau Salariat aussi, je vais en parler un petit peu. Réseau Salariat qui est une association purement démocratique. Et on a structuré l'association au fil du temps, hein, ça ne s'est pas fait tout de suite, mais l'association a été structurée à l'image de nos aspirations. Si on souhaite changer le mode de production, va suivre aussi changer le pouvoir, qu'il soit législatif, le pouvoir politique en général, pour qu'il y ait une forme d'horizontalité et qu'on soit dans une vraie démocratie. On parle souvent de démocratie, nous, c'est souvent le cas, sauf que si on analyse bien ce que veut dire le mot, ça veut quand même dire démos kratos, qui veut dire quand même pouvoir du peuple. Or, moi, j'ai 45 ans et je n'ai jamais constaté qu'on était en démocratie. Alors, je concède qu'il y a des éléments démocratiques dans notre société, mais ce sont des éléments démocratiques, mais ce n'est pas pour autant qu'on est en démocratie. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Je le vois à peu près nulle part. D'ailleurs, l'exemple assez frappant, c'est qu'on est en permanence en train de faire des insurrections, des manifestations, etc. Si on était en démocratie, on n'aurait pas besoin. On aurait besoin de discuter, on aurait besoin de débattre, parce qu'on ne serait pas d'accord dans la démocratie. Mais en tout cas, on ne serait pas en train de quémander. Parce que c'est ça qu'on fait. Finalement, nous sommes des mineurs politiques quand on fait ça, quand on va dans la rue. C'est pas que c'est pas bien d'aller dans la rue, de faire une manifestation, etc. Moi, je suis le premier à le faire si j'en ai l'occasion. Mais la problématique avec ça, c'est qu'on est dans une posture victimaire. C'est-à-dire qu'on vient demander à nos bourreaux, quelque part, s'ils ne peuvent pas frapper un peu moins fort. Et avec des pancartes, comme j'évoquais, des pancartes où il y a écrit ni plus ni moins la doxa capitaliste. C'est qu'on on est héritier finalement de leur lexique parce qu'on passe notre temps, on pense avec les outils qu'on a à disposition. Les outils qu'on a à disposition nous sont transférés par tous les médias là, à profusion. On passe notre temps à regarder les médias. Il ne faut pas faire ça. Il faut jeter la télé, moi je le dis. Donc, le militant matérialiste, il faut qu'il crée les conditions matérielles vertueuses pour rentrer en démocratie économique. C'est surtout là-dessus qu'il faut se concentrer.
Et donc, pour revenir sur le réseau salarial, la structuration de l'association, c'est que chaque adhérent a un pouvoir politique, parce qu'on est tous à égalité. On met en place ce qu'on appelle des conseils de coordination, c'est tous les 3 mois, je crois. Et ensuite, on va décider de l'orientation de l'association, en tout cas de tous les sujets qui sont, que ce soit des projets, des budgets, ce qu'on va faire du budget de l'association, etc., etc. Enfin, tous les sujets qu'on peut croiser. Et donc, c'est ça qui est important, c'est que on essaye. Alors, évidemment, là, c'est à une échelle microéconomique. Donc, évidemment, il faudrait le généraliser à l'échelle nationale, tout ça, parce qu'on ne peut pas changer de mode de production juste parce qu'il y a quelques particules comme ça, quelques travailleurs qui vont vouloir se mettre en marge, surtout qu'il y a beaucoup de travailleurs qui peuvent se mettre en marge d'une façon qui est, selon nous, pas forcément efficiente, comme par exemple, alors Bernard, il a un très beau terme pour définir ça que j'aime bien, c'est la transparence des valeurs d'usage, c'est-à-dire qu'on va aller faire de la communauté, on va se mettre en communauté, des choses comme ça, en essayant d'annihiler toute forme de salaire, donc de monnaie, même de la monnaie. On essaye de se dire que la monnaie, c'est le mal, etc., etc. Alors que nous, on pense plutôt que la monnaie, c'est quand même assez efficace pour euphémiser la violence sociale. Moi, je préfère qu'on soit violent avec la monnaie, qu'on soit violent avec des coups de massue. Donc, on pense que c'est assez pertinent. Et, et voilà ce que je pouvais dire. En fait, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc, sur les mouvements alors qui sont en cours, qui sont concrets vers la généralisation du communisme. Et je tiens au terme généralisation et non pas construction. Souvent, je le vois, même au sein de l'espace Marx, je vois souvent qu'il y a des conférences avec des titres, c'est assez récurrent, où on parle vraiment de construction, alors que pour nous, c'est déjà là. Et je pense qu'il est vraiment temps qu'on se mette déjà à écouter ce qu'on écoute à Réseau Salarial. Alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais c'est aussi parce que j'arrive pas à entendre plus de pertinence que là. Bon, c'est selon moi, hein, bien évidemment, mais j'attends toujours encore les arguments contre on va dire la, la vision de réseau salariat, et enfin en tout cas des thèses de réseau salariat qui indiquent qu'effectivement on a déjà commencé à rentrer dans le communisme, en tout cas sur le terrain économique. C'est ça qui est important, c'est-à-dire que quand on est marxiste, généralement, on ne prend pas le pouvoir par le politique, mais surtout par le changement de mode de production, tant qu'on viendra à Dominique, j'espère. Voilà ce que je pouvais dire. Bien, mais écoute, merci Alexandre pour ta contribution. Michel, est-ce que tu as envie de réagir en tant que militant d'attaque, par exemple, je dirais par rapport aux évocations là, d'Alexandre? Viens là, viens à côté de moi. Bonjour et merci de l'intervention Bonjour, merci. Qui est très intéressant. J'aurais une petite précision naïve à demander. Pourquoi le mot matérialiste? Ça, c'est pour faire référence à Marx, et aussi Oui. parce que je pense qu'on a besoin aussi de se rendre compte du matériel existant. C'est-à-dire qu'on peut pas, selon moi, on ne peut pas faire du militantisme efficace si on est dans l'idéalisme. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment ça la distinction. C'est On très bien. construit pas. J'ai compris. Merci. J'ai compris. Très bien. Alors maintenant, une petite précision, mais je pinaille peut-être. La valeur et la richesse. Quand tu dis valeur, tu veux dire valeur travail, c'est ça? Oui, c'est-à-dire l'activité. Oui, la valeur travail. Oui, d'accord. C'est ça, d'accord. Oui, c'est pas la valeur d'usage qu'on apprécie plus ou moins suivant les personnes, etc. D'accord. Non, je parle de valeur économique là. D'accord. Alors,
que je n'ai pas bien compris, mais s'il y a plus de valeur travail, on n'a pas forcément plus de richesse. D'accord, oui, parce qu'on peut faire peut-être du travail inutile, c'est ça que ça veut dire, c'est ça qui est sous-entendu. Qu'est-ce que tu as dit du travail? Du travail inutile. Inutile? Ah non, c'est pas du tout ça que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que le travail, en fait, tout simplement, là, nous, on parle beaucoup de la distinction entre le travail concret et le travail abstrait. Le travail concret, donc, c'est physiquement ce que nous faisons, c'est l'activité humaine dans son ensemble. Et le travail abstrait, donc, c'est le travail qui est reconnu par de la monnaie et qui est donc validé socialement comme étant productrice de valeur économique. D'accord. Et ce travail-là, il peut prendre différentes formes. C'est sûr que faire des kilomètres d'autoroute, ça produit de la richesse, ça produit beaucoup de matière, etc. Donc, d'un point de vue écologique, ça peut être plutôt délétère. Mais produire, par exemple, ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire produire des idées, produire des concepts, là, on ne peut pas dire qu'écologiquement, ça soit si problématique que ça. Donc, il y a vraiment des façons de reconnaître de la valeur dans l'activité humaine qui sont pas du tout délétères pour l'écologie. D'accord. Donc, c'est reconnaître en fait du travail qui n'est pas reconnu forcément. Alors, je ne dis pas qu'il faut reconnaître tout le travail, toute l'activité humaine. Il y a peut-être des champs qu'il faut laisser dans le champ du travail concret et non pas l'inclure dans la valeur économique et dans le PIB. Mais pour donner un exemple, on a déjà eu plusieurs exemples d'ailleurs, notamment la fonction publique, les fonctionnaires. À une époque, ce n'était pas inclus dans le PIB. La valeur produite par les fonctionnaires n'était pas inclus. Et c'est en 1977 que ça a été une décision politique de l'inclure à l'intérieur. Ce qui fait que maintenant, on a une part qui est non négligeable, puisqu'il s'agit quand même de 150 ou 160 milliards dans le PIB, qui sont reconnus comme étant des travailleurs au sens du travail abstrait. Donc, on sait qu'on arrive à faire ce genre de conversion, mais ce sont des décisions politiques. Et nous, on pense qu'il faut prendre le pouvoir justement pour prendre ce genre de décision, pour qu'on puisse discuter et savoir ce qu'on va valider socialement pour inclure telle ou telle activité dans le champ de la valeur économique. D'accord, très bien. Alors, j'ai une autre question. Alors maintenant, c'est pour la recherche du plein emploi. D'après ce que j'ai compris, c'est pas tellement la bonne terminologie selon toi, parce que s'il y a emploi, ça veut dire qu'il y aurait du chômage. Est-ce que tu pourrais repréciser ça? Parce que plein emploi, ça c'est un concept moi que j'utilise. Ça veut dire que les personnes sont employées à faire une activité économique efficace, entre guillemets efficace. Hein. Il y en a qui travaillent plus ou moins, c'est plus ou moins utile, etc. Mais il est normal que l'ensemble de la population soit appelée à faire un travail utile pour tout le monde. Donc, la recherche du plein emploi, on n'y arrive pas. Hein, mais on essaie de s'en approcher, c'est très difficile dans le système actuel. On n'y arrive pas. Alors, je n'ai pas bien compris, puisque tu dis la recherche du plein emploi, après tout, c'est peut-être pas tout à fait ça, cette manière qu'il faudrait s'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire plus exactement, selon toi? La problématique, justement, c'est le mot emploi. C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Parce qu'un emploi, ça veut dire qu'on a un employeur. Oui. Donc, c'est en ça, nous, qu'on se concentre. C'est pour ça qu'on essaye de faire attention aux mots qu'on utilise à Réseau Salariat. On essaye d'être très précis sur les mots, tout simplement parce que ça a une signification. Oui. Être un employé, ça veut dire avoir un employeur. Donc, ça veut dire qu'on légitime encore la propriété lucrative en acceptant d'être employé. Et ce qui veut dire employé, ça veut pas dire parce qu'il ne faut pas confondre le travail et l'emploi. Par exemple, un fonctionnaire, c'est un travailleur. On l'a dit, ça a été reconnu dans le champ de la valeur économique. Mais ce n'est pas un employé. Parce qu'on utilise ce mot, on l'utilise extrêmement mal, on l'utilise pour dire travailleur. Or, en fait, l'employé, c'est dans le champ du travail une catégorie spécifique qui est donc l'employé d'un employeur dont le poste est payé. C'est-à-dire que c'est le poste de l'emploi qui est payé. C'est le porteur du salaire,
c'est le poste et pas l'employé. D'ailleurs, on le sait, parce que si l'employé est évincé et licencié, ben, l'employé, il ne part pas avec son salaire. C'est le poste qui maintient le salaire et l'employé, lui, il n'a plus de salaire. C'est pour ça qu'il y a du chômage. Parce que du coup, comme il n'a plus de salaire, il passe par la case chômage. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, ben, dans la fonction publique, ce n'est pas le cas, puisque ce ne sont pas des employés, comme ce sont eux qui ont le salaire, qui sont porteurs du salaire, ce sont les travailleurs eux-mêmes, les fonctionnaires. Ben, donc, du coup, s'ils changent de poste, ils ne changent pas de salaire et ils ont toujours leur salaire. Ça ne change rien, même s'ils changent de poste au sein de la fonction publique. Ça arrive hein, qu'il y ait des mobilités dans la fonction publique, et ben, pour autant, ils ont toujours leur salaire, quoi qu'ils fassent. D'accord, mais on pourrait dire qu'ils ont quand même un employeur, l'État ou une collectivité locale. Ben, nous, on n'appelle pas ça un employeur, parce que alors déjà, oui. l'État, alors, c'est ça aussi la problématique. C'est-à-dire qu'on l'a tellement intériorisé, on intériorise ça, qu'on a même l'impression que c'est possible de faire sauter le salaire. Et on l'a vu d'ailleurs dans l'exemple que je vais donner là, c'est l'exemple du Covid. On a vu qu'il y a des soignants là, qui ont été évincés et qui ont perdu leur salaire. Mais ça, ce n'est pas du tout la proposition qui a été faite justement par les ministres communistes en 1946, qui ont mis en place la fonction publique comme étant complètement déchargée de la propriété lucrative et des employés. Parce que c'est parfaitement interdit, ça ne fait pas partie du tout de la proposition de base, c'est parfaitement interdit d'enlever le salaire d'un fonctionnaire. Puisque le fonctionnaire, alors à part si le fonctionnaire décide de ne plus l'être, s'il décide de rentrer par exemple dans le salariat, ça on est d'accord. Mais s'il est fonctionnaire, c'est son grade, c'est lui, c'est le fait qu'il soit fonctionnaire qu'il est porteur de son salaire. Donc du coup, quand on enlève le salaire de quelqu'un, ça a été une décision gouvernementale, mais ça, on aurait dû s'insurger contre ça, parce que tout simplement, ce n'est pas du tout la proposition d'Ambroise Croizat de l'époque, enfin, pas d'Ambroise Croizat, là je confonds avec Maurice Thorez, puisque c'était Maurice Thorez qui avait mis ça en place. Donc, ce n'est pas du tout la proposition, parce que là, on n'a plus d'employeur et on ne peut pas nous faire de chantage à l'emploi de ce fait. On sait très bien que, alors il y a des directeurs dans la fonction publique, bien sûr, mais les directeurs, ce n'est pas la même chose qu'un employeur. Un directeur, il est là pour organiser, il est là pour pour mettre en place une direction. Si on décide de telle chose à faire, on a un directeur pour le mettre en place. Mais l'employeur, ce n'est pas ça. L'employeur, lui, il a quasiment le droit de vie ou de mort sur le travailleur, parce qu'il peut dire je t'emploie et tu as un salaire, parce que le poste est pourvu du salaire, ou je ne t'emploie plus et du coup, tu n'as plus de salaire. Donc, il est capable de faire ça, l'employeur. Ce n'est pas ça qu'est capable de faire un directeur dans la fonction publique. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Mais je comprends. Mais alors, dans cette fonction publique payée au grade, donc pas au poste, mais il faut bien quand même que ces fonctionnaires fassent un travail utile pour la société. Alors, on ne peut pas... Non, on ne peut pas payer... Alors, qu'est-ce que tu entends par utile? Parce que ça, c'est très subjectif. Par exemple, faire des mathématiques financières pour un capitaliste, c'est très utile, mais pour nous, ce n'est pas du tout utile. Donc, c'est très subjectif, ça. Il faut qu'il y ait une validation sociale de ça. Il faut bien quand même qu'il ait une activité économique de production de services, mais qui soit utile pour l'ensemble de la population. Bien sûr. On ne peut pas le payer à ne rien faire. Ben non. Non, je dis ça, c'est parce que c'est la critique souvent qui est faite aux fonctionnaires en général. Ah, c'est feignant, on les paie à ne rien faire. C'est ça, on entend souvent ça. Alors là, la problématique, à mon avis, c'est qu'il faut faire attention à ne pas confondre le travail concret et le travail abstrait. Parce que quand on dit ne rien faire, on a justement réussi à s'émanciper de ça dans la fonction publique, encore pour donner cet exemple. Oui. C'est-à-dire que là, ce qui est mis en valeur par la monnaie, en tout cas le salaire qui paye le fonctionnaire, ce n'est pas du tout son travail concret. Donc, ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. Là, c'est son statut, c'est son grade qui est payé. Ce qui fait que du coup, ce que font les gens, finalement,
ce n'est pas sur le champ de la valeur économique qu'il faut l'analyser, c'est sur le champ politique. Si par exemple on considère que telle activité c'est néfaste, eh bien, on pourrait très bien décider de la retirer du champ de la valeur économique. Ça, on pourrait très bien le faire, si on était en démocratie économique, bien évidemment, parce que là, pour l'instant, on n'est pas capable. Mais en tout cas, considérer qu'un fonctionnaire produit de la valeur économique, on ne tient pas compte du tout de savoir s'il fait ou pas quelque chose. Ce n'est pas son activité qui est la condition à son salaire. Ce n'est pas son activité au sens de son travail concret, ce n'est pas ce qu'il fait. Parce que même d'ailleurs, un fonctionnaire qu'on appelle mis au placard, hein, qui est mis au placard, il continue à conserver son salaire, tout simplement parce que ce n'est pas conditionné à son activité. Alors après, si c'est pour dire, si les gens ont un salaire sans être obligés de faire quelque chose, déjà, c'est pour moi ne pas comprendre anthropologiquement ce que c'est qu'un être humain. Un être humain fait des choses tout le temps. Oui, d'accord. Alors après, là où il y a quelque chose, une vigilance à apporter, c'est effectivement qu'est-ce que font les humains? Est-ce que c'est pertinent pour la pérennité de l'humanité, pour son bien-être et son confort? Et c'est là-dessus, évidemment, qu'il faut se concentrer. Mais il faut complètement dissocier, à notre sens, en tout cas à Réseau Salariat, il faut dissocier la condition de faire quelque chose au sens direct, c'est-à-dire le travail concret, il faut le dissocier, il ne faut pas que ça soit une condition. Parce que sinon, c'est qui décide de ce qui est pertinent. Par exemple, si c'est un capitaliste qui dit moi je trouve que cette activité est pertinente, donc je suis d'accord pour la reconnaître comme étant productrice de valeur économique, du coup on va avoir un souci. Parce que là, par exemple, actuellement, moi j'estime que je sais pas, que fabriquer des armes, ce n'est pas bon pour l'humanité. Bon, ce n'est pas du tout ce que va dire Dassault. Hein. Dassault va dire que c'est bon. Donc, voilà la distinction qu'on peut faire là-dessus. Bon. Donc, alors, mais une dernière remarque. Vas-y. Non, c'est pour cette histoire de généralisation du communisme. Il faudra bien qu'il y ait une instance, une organisation politique qui décide à quelles activités économiques les individus vont être appelés. Donc, il y aura bien nécessité d'un pouvoir politique démocratique central qui décide des tâches utiles pour les uns et pour les autres sans utiliser la contrainte. Là, nous, je l'ai évoqué un peu succinctement tout à l'heure, hein, mais pour nous, c'est un petit peu l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que d'abord, il y a le changement de mode de production, parce que là, on va parler de praxis hein, pour tous les marxistes. C'est évident que les humains ils se comportent en réaction avec les conditions matérielles, c'est-à-dire avec l'institution dans laquelle ils sont inclus. Si on a une institution qui n'est pas vertueuse, ils vont faire des choses non vertueuses. Si elle est vertueuse, ils vont faire des choses vertueuses. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que si on change de mode de production, et comme je disais, c'est déjà le cas. On est déjà en train de changer le mode de production. Si on est en train de changer ça, du coup, les comportements humains vont changer. Et ce qui va changer, c'est la façon dont on va utiliser la politique, dont on va faire de la politique. La politique va changer. Là, la politique qu'on a, quand on regarde, alors si on parle de politique politicienne, la politique qu'on a, elle est clairement à l'image de la production dans laquelle on est. Et là, je vais revenir sur les termes que j'évoquais. Quand je parlais du militant éclairé, quand il parle de hausse du pouvoir d'achat, quand il parle de plein emploi, etc., c'est la sémantique de la bourgeoisie là qu'on utilise. Et donc, c'est en ça qu'il faut se dissocier de tout ça et il faut commencer à construire notre propre mode de production, donc le communisme, parce que c'est ça qu'on cherche. Et on sait que le communisme, c'est le mouvement réel de l'abolition du capitalisme. Ça, c'est la phrase de Marx qu'on connaît et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que dans le capitalisme, il y a déjà toutes les conditions nécessaires à la construction du communisme. C'est parce qu'il y a du capitalisme qu'est en train de se construire le communisme. Et il est déjà en train de se faire. Donc, il faut pouvoir l'étendre. Mais pour ça, il faut pouvoir, alors pour nous, alors quand on est un petit peu dans l'intellectualisation des choses, etc., c'est bon de l'analyser de façon intellectuelle. Mais après, il faut se rendre compte que la majorité des gens, ils sont dans la réaction. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des comportements en lien avec le mode de production dans lequel ils sont inclus. Donc, c'est surtout ça qui va changer
notre façon à la fois de produire et à la fois de penser le monde. Le monde va être pensé différemment parce que nous aurons changé le mode de production. D'accord. Bon, très bien. Merci. Merci. Merci à Michel pour ces questions et merci à toi, Alexandre. Je dirais juste une petite remarque. Ce qui m'apparaît important là, dans l'apport original de Réseau Salariat, parce que j'en connais, c'est finalement tout ce travail de clarification des concepts et tout ce travail de clarification sur les mots utilisés et employés, et qui me semble très important pour justement mieux caractériser la situation dans laquelle on est et les transformations qui sont possibles ou pas, justement, qui peuvent aider peut-être à redonner l'envie de s'engager. Parce qu'on a quand même un vrai problème qui est posé dans notre société, c'est-à-dire un désengagement important qui va même jusqu'à ce que certains appellent le désengagement du travail, puisque on voit bien que dans beaucoup de corps de métier, les difficultés qu'il y a eu dans la dernière période à trouver des personnes qui veuillent effectivement occuper un poste de travail à tel ou tel niveau, que ce soit comme conducteur de bus, comme conducteur de train, comme salarié à l'hôpital, etc., etc. Donc c'est vraiment important, je dirais, d'y voir un petit peu plus clair. Et moi, je remercie le Réseau Salariat pour le travail, je dirais, d'éducation, en tout cas de clarification des mots et des concepts qui peut nous aider à mieux agir, quoi, parce que le but, c'est quand même, c'est de tourner vers l'action. C'est comme Attaque, c'est comme beaucoup d'autres mouvements, c'est important de débattre, mais pour mieux être efficace dans l'action qu'on développe. Oui, ben pour tout te dire, moi je suis devenu militant et j'ai commencé à faire de la politique justement grâce à Réseau Salariat, parce qu'avant, j'avais un petit peu aussi la doxa capitaliste qui tournait dans ma tête et du coup, j'y voyais aucune solution et je voyais que des impasses. Du coup, j'étais complètement désolidarisé de la politique. Alors, je ne faisais jamais aucune manif, jamais rien du tout. J'étais sûrement loin de pouvoir m'imaginer militant ou quoi que ce soit parce que je pensais que c'était peine perdue. Et c'est un petit peu ça qui tourne un petit peu en boucle dans la bouche alors que ce soit les capitalistes, mais en tout cas les porte-paroles des capitalistes, sur les plateaux télé, quand on allume la radio, c'est infect, c'est insupportable. En fait, ça nous pousse au fatalisme en permanence. Et le fait d'être tombé sur le Réseau Salariat, et donc j'ai écouté beaucoup les conférences de Bernard et tout ça, mais alors bon, j'ai dû m'accrocher, parce que moi, à la base, je suis musicien, alors autant te dire que j'étais bien loin de ce milieu-là. Et ça m'a complètement… en fait, ça m'a permis de comprendre comment les révolutions se construisent, parce que ça aussi, j'en ai pas trop parlé, mais on a toujours tendance à parler de révolution en parlant de manifestation ou d'insurrection, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Puis d'ailleurs, une révolution, ça c'est sur un temps extrêmement long. C'est une révolution, ça peut prendre des siècles. La révolution bourgeoise sur l'aristocratie, elle s'est faite sur 6 siècles, 7 siècles. Et là, elle est dans le déclin, mais en tout cas, nous, si on doit faire une révolution communiste par-dessus, en tout cas pour subvertir le capitalisme, ça va passer en 5 minutes non plus. Il s'agit de bien analyser, nous, quand on aime bien réfléchir et tout ça, mais en même temps, on va voir que quand la pratique du travail va changer, petit à petit, forcément, les mentalités et les comportements vont changer aussi. Donc, moi, je continue à être militant Réseau Salariat, donc du coup, j'encourage tout le monde à aller voir ce qu'on raconte là-bas, et à bien écouter ce que raconte Bernard, parce que souvent j'ai l'impression qu'il n'est pas assez écouté, et que venez adhérer à Réseau Salariat, parce que nous, ce qu'on est en train de construire, ce qu'on est en train de faire, c'est à l'image des propositions qu'on fait. Voilà, et en tout cas, merci de m'avoir sollicité, ça fait bien plaisir. Avec grand plaisir, aucun problème. Merci beaucoup, Alexandre. Eh bien, écoute, on va accueillir bientôt Bernard, qui vient d'arriver, d'ailleurs. Ah ouais, du coup, c'est super. Et tu vois, tu as préparé le terrain, justement, à l'intervention de Bernard. Merci beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt, de toute façon. À bientôt. Pour d'autres aventures, comme on dit. Salut, Dominique. Salut, Alexandre. Ciao.